Ok. Bon, de toutes les façons, nous sommes là au mémorial au niveau d'État. C'est un lieu mythique pour moi. Quand je suis arrivée, j'étais très émue, j'étais touchée. Et c'est comme si son aura continue à travailler. Vous savez, quand quelqu'un a été sur cette terre, quand elle a été une bonne personne, quand elle a été au service du peuple, on peut le ressentir même de par l'art qui a été fait pour représenter cette personne, le monument qui a été fait. Rien que par ce monument, j'ai ressenti que ce père était vrai avec son peuple. Et nous avons le devoir de venir là pour honorer sa mémoire, pour honorer ses idées, pour honorer son combat. Et le combat que nous menons aujourd'hui, c'est pratiquement, on est sur la piste, la même voie. On pose les pieds, nos pieds sur ces empreintes. Voilà, nous sommes là. Nous sommes venus nous imprégner de ce combat avec l'aide de Dieu, puisque lui et les siens, ceux qui ont été les prémices de cette lutte. Donc, on nous parle des années 1960, les années d'indépendance, de façade. Oui, je ne peux que dire ça puisque c'est la vérité. Donc, vous voyez, ça va faire comme si je saute du coq à l'âne. La manifestation du 20 janvier dernier, on nous a fait croire que c'était pour l'armée. Mais non, au fur et à mesure que je découvre les choses, je me rends compte que le 20 janvier ne représente pas la date de la création de l'armée malienne. C'est pas vrai. C'est le jour qu'il a tenu son discours pour exiger, pour dire à la France qu'elle devait prendre ses troupes. C'était pour dire à la France que la présence des troupes françaises sur les terres maliennes était arrivée. Sa présence était, on ne l'acceptait plus, il fallait simplement que l'armée française soit démontée. Voilà. Donc aujourd'hui, 30 ans après, 40 ans après, 50 ans après, elle est toujours présente. Au contraire, elle ne fait que diviser le pays. Ça ne va pas. Donc, nous sommes là pour lancer cet appel. Appel à la résistance. Notre peuple souffre. Il est hors de question de continuer à rester sur place. Il est hors de question de se taire. Il est hors de question de rester inerte, sans rien faire. Il faut que les Gabonais, je vais commencer par les Gabonais, on nous parle de Covid, la crise sanitaire. Ils parlent même déjà de variante britannique. Je n'ai rien compris à cela. Je voudrais bien qu'on m'explique ce que c'est. On est parti Covid, je ne sais trop quoi. On se retrouve avec variante britannique. Mais tout ça, c'est du pilotage à vue. Nous sommes en Afrique où il fait beau vivre, où nous avons un beau climat, un bon climat, nous avons du soleil. Et on nous a fait comprendre que le Covid ne résistait pas à une forte chaleur. Donc nous ne sommes pas dans des pays où il fait froid, où il y a la neige, voilà, nous sommes dans des pays où il fait excessivement chaud. Mais le Covid ne peut pas résister à cette forte chaleur. Ça fait près d'une année qu'on parle de Covid et c'est pas terminé. Et qu'on nous montre les cas Covid au Gabon, qu'on nous les montre. Aujourd'hui, ils sont en train de faire en sorte que comment dirais-je, les docteurs puissent déclarer les morts de cancer. C'est-à-dire, ils détournent les morts réels de cancer aux morts de Covid. Voilà. Ils sont en train de falsifier les morts. Ils sont en train de falsifier l'histoire. Ils veulent nous faire croire que tous les morts qu'on a aujourd'hui dans les hôpitaux, hein, au Gabon, je prends d'abord le cas Gabon, qui sont morts, ils seraient morts de Covid-19. Mais c'est faux. Ils meurent de Covid-54 parce que ça fait plus de 50 ans qu'une même famille est au pouvoir. Et aujourd'hui, on voit sur les réseaux les gens qui nous parlent du fils de Bongo, Denis Sassou Nguesso, qui est le petit-fils de Sassou et le fils d'Omar Bongo.
et qui sort parce qu'il veut venir gouverner le Gabon. Nous vous disons, je vous dis, le Gabon n'appartient pas à la famille des Bongo et ça suffit comme ça maintenant. Arrêtez de nous prendre pour vos choses, de nous prendre pour vos serviteurs. Nous ne sommes pas vos serviteurs, d'accord? Le Gabon n'est pas le royaume des Bongo. Le Gabon n'appartient pas à la famille des Bongo. Est-ce que c'est clair? Aujourd'hui, on nous parle aussi de Noureddine, un petit Marocain qui veut venir gouverner. Il est là au pouvoir déjà là, avec sa mère adoptive. Nous disons non, ça suffit comme ça. Oui, bien sûr, je l'accepte. Oui, une seconde, tu vas continuer. Je voudrais que tu nous présentes même les marches. Vas-y. Voilà. Voilà, peuple africain, on dirait un sanctuaire. On ne croirait pas que c'est bien ici au Mali ou en Afrique. Voilà comment on devrait honorer nos martyrs. Voilà comment on devrait honorer ceux-là même qui ont donné leur vie pour que la nôtre, ceux-là même qui ont donné de leur sang pour que le nôtre circule bien dans nos veines. Ceux-là qui ont donné de leur vie pour que nous ayons la vie sauve, pour que nous ayons la liberté. Voilà les marches qui nous conduisent au mémorial Modibo Keïta, qui au Cameroun ne rêve pas de voir très bientôt, quand la Renaissance s'enracinera, des marches comme celle-ci conduit paisiblement au tombeau de Ruben Oumniobé ou de Félix Moumié ou de Ernest Ouandié et bref, toutes ces personnes-là qui sont tombées sur le chemin de la libération du Cameroun. Je voulais juste préciser cette étape-là afin que... Je voulais, en fait... Tu peux reprendre? Oui, oui. Je voulais en arrivant là, parce que là, on va étape par étape. Nous avons des martyrs au Gabon. Nous avons des femmes comme Martine Oulabou qui sont tombées sous les balles du père Bongo. Je propose voilà. que tu ailles nous avons beaucoup de martyrs, les martyrs du 31 août 2016. Nous avons ces martyrs. Moi, j'aurais bien voulu, comme ce que je suis en train de faire, de me rendre ici. J'aurais bien voulu le faire en allant vers les martyrs du 31 août 2016. Voilà. J'aurais bien voulu le faire vers le martyr Lumumba. J'aurais bien voulu le faire vers tous les autres martyrs. Thomas Sankara, Sylvanus Olympio et bien d'autres. Mais franchement, on n'a pas eu cette grâce. Et aujourd'hui, je suis là et je demande à ce que la résistance ne puisse pas faiblir. La résistance ne puisse pas reculer. Nous n'avons pas à reculer. Aussi bien vrai que je suis en train de prendre ces escaliers, aussi bien vrai que notre combat doit avancer. Aussi bien vrai que les Oumniobé n'ont pas baissé la garde, même s'ils ont réussi à ôter leur vie, mais ils n'ont pas ôté leur pensée. Même s'ils ont réussi à les tuer, mais ils n'ont pas tué leur idéologie. La preuve en est qu'aujourd'hui, nous sommes là debout et nous nous réclamons tout justement d'appartenir à Oumniobé, d'appartenir à Modibo Keïta, d'appartenir à Sylvanus Olympio, à tous ceux-là qui se sont battus pour la liberté de l'Afrique, pour une Afrique libre. Et nous voulons aujourd'hui vous montrer que c'est unique que nous serons forts. Nous avons un problème qui nous tient aujourd'hui, nous Africains. Nous voulons nous battre toujours que pour nos pays. Nous devons être de vrais panafricanistes. Nous devons être ceux-là qui portent l'Afrique, la même manière que la femme porte le bébé dans le ventre. J'en ai porté plusieurs grossesses. Je portais. La même manière qu'une femme porte un enfant, c'est la même manière qu'aujourd'hui, les Amazones, les résistants, tous les combattants doivent porter l'Afrique. De la même façon que la femme porte l'enfant en elle. C'est la même manière là que les résistants doivent porter ce combat. Il est hors de question des tribalistes, on n'en veut plus. Ceux-là qui se limitent seulement à dire « Bon, je suis Gabonais, je vais porter le Gabon. Je suis Malien, je porte le Mali. Je suis Togolais, je porte le Togo. Je suis Sénégalais, je porte le Sénégal. » Non, je suis Africain, je porte Africain parce qu'on doit détruire la France-Afrique. C'est cette France-Afrique qui a fait tuer
cet homme, Modibo Keïta, le premier président du Mali, il a été empoisonné à Kidal et tout le monde le sait. Et la plupart sont en train de détourner son combat, de détourner ce qu'il voulait de ce pays, de cette Afrique. Le Mali est le berceau de l'Afrique. Et nous nous approchons de comment on appelle ça, de cette statue, de ce monument qui représente les œuvres, le combat. Général Bara, tu peux venir un peu? Je me tiens là, j'ai pratiquement la chair de poule. Par respect, j'ai pas envie de crier. Par respect, j'ai pas envie de crier. Mais c'est juste pour dire que ce tombe est tombé pour l'Afrique. Et quand on écoute l'hymne du Mali, c'est l'Afrique totalement. Donc prenons cet exemple. Imprégnons-nous de ce combat, de son combat. Nous devons savoir aujourd'hui que le malheur de l'Afrique, c'est la France-Afrique. C'est la politique que pratique l'Élysée d'Emmanuel Macron, qu'a pratiqué Sarkozy, qu'a pratiqué Hollande, qu'a pratiqué Mitterrand, Jacques Chirac, tous ceux qui sont passés à l'Élysée. C'est cette politique qui détruit l'Afrique. Il faut se focaliser là-dessus. Ça ne sert à rien de se dire « je veux me battre seulement que pour ma nation, je veux me battre seulement pour le Gabon, je veux me battre seulement pour le Cameroun, je veux me battre seulement pour le Congo ». Non, il faut se battre pour toute l'Afrique. Lorsque vous entendez que le Sénégal se lève, vous allez retrouver le Sénégal. Ils étaient à Trocadéro le samedi dernier, le 13 si je ne me trompe pas. Combien d'Africains sont allés les soutenir? Combien d'Africains étaient là-bas? Il y avait le Sénégal et quelques résistants gabonais. Les Gabonais sont au Trocadéro depuis 5 ans. Il y a pratiquement, de temps en temps, il y avait la résistance togolaise, donc Togo debout. C'est ce que nous vivons. Moi, aujourd'hui, mon rêve, c'est que tous ceux qui sont en diaspora, toutes les résistants, les Amazones, soient unis, qu'on porte tous le même combat, qu'on le porte de la même manière que nous, les mamans, on a porté nos enfants, qu'on puisse le porter vraiment, qu'on enfante ce qu'on appelle l'unité. Voilà, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. C'est pourquoi je serai toujours là debout, disponible. Je serai toujours là debout pour l'Afrique, pour le Cameroun, pour le Congo, pour le Gabon, pour la Centrafrique, pour la Guinée, pour le Togo, pour le Mali, pour le Sénégal, pour le Bénin, pour Burkina Faso, tous les pays d'Afrique. Parce que nous devons défaire, nous devons détruire la France-Afrique que nous impose l'Élysée. Parce que celui qui veille sur ça là, non seulement les francs-maçons, mais Monsieur Le Drian, c'est lui qui maîtrise tous les rois de la France-Afrique. Et il faut enlever, il faut qu'on détruise ça. Eux, ils viennent chez nous, ils prennent nos ressources, ils les puissent comme ils veulent. On ne contrôle même pas. Regardez au Congo, on vous dira qu'on ne sait même pas le nombre de barils de pétrole qui sont puisés de la terre congolaise. On ne connaît pas. Il y a un endroit où même celui qui gère, même le directeur général de Elle, où vous voyez, où vous voulez, n'a même pas accès. Mais qui a accès? C'est le français. Ce sont les multinationales qui sont ce sont les multinationales qui sont à détruire. C'est le premier mal de l'Afrique. C'est le premier mal de l'Afrique. Parce qu'ils sont là pour s'enrichir sur notre dos. Et quand nous qui sommes en Europe, on nous maltraite, on nous parle on nous traite de migrants. Nous sommes des migrants. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de terre. C'est-à-dire on n'a pas de... Nous sommes comme des apatrides. On ne sait pas d'où on vient ni d'où on part. C'est comme ça. On est des gens instables. Nous ne sommes pas des gens instables. Ce qui nous rend instables, c'est la politique de la France-Afrique. C'est la politique de la malgouvernance. Ils nous imposent des gens à la tête de nos pays que nous-mêmes, nous ne choisissons pas. Et c'est ça le malheur. Vous allez voir, à chaque fois, c'est ça. Là, au Sénégal, Macky Sall a encore volé des élections. Fait ou faux. Là, il est en train de chercher à rattraper
c'est Sonko. Voilà, j'ai suivi qu'il y a eu des tirs à balles réelles au niveau du QG de Sonko. Il était en train de faire une conférence de presse. On vient l'arrêter là. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Mais en Europe, ça ne se passe pas comme ça. En Afrique, nous n'avons pas la liberté d'expression. On l'a pas. À cause de qui? À cause de quoi? À cause de la France-Afrique, à cause de le triangle qui nous impose ce silence-là. Il est hors de question qu'on se laisse faire. Donc nous voulons lancer cet appel pour dire il est important plus que jamais que nous soyons un. Regardez ma main, elle a 5 doigts. Et ces 5 doigts-là, chaque doigt a sa taille et joue son rôle. Et quand je les mets ensemble, ça fait un coup de poing. Et c'est là où ça fait très mal. Il est important aujourd'hui qu'on enlève un peu les égos. Trop, c'est trop. Il faut qu'on enlève ces égos-là, mon frère. Il faut qu'on enlève ces égos-là, mes sœurs. Il faut qu'on enlève ces égos-là, Amazon. On ne vient pas dans le combat pour faire un nom. On ne vient pas dans le combat pour se faire voir. On vient dans le combat pour revendiquer quelque chose. Et on reste là par respect. Et nous devons être unis. Ça ne sert à rien d'être des tribalistes, d'être des xénophobes, tout ce que vous voulez. Moi, je ne veux pas de ça. Je n'aimerai jamais ça. Je ne vais jamais prôner la division, la haine. Tout ça, je ne vais pas prôner. Je vais toujours prôner la paix. Je vais toujours prôner l'unité. Je vais toujours prôner comment dirais-je, la persévérance. Tant que nous n'avons pas détruit les dictateurs, la France-Afrique, je ne me tairai pas. Tant que Dieu me donne la vie, je vais toujours combattre, je serai toujours tel que j'ai commencé depuis le premier jour. Donc, il est hors de question aujourd'hui qu'on se dise, non, le précaré là, on doit se respecter dans le précaré. Bon, moi je m'occupe que du Gabon. Toi, je ne viens pas m'occuper du Gabon. Est-ce que c'est normal? Sachant que les billets sont au pouvoir depuis combien d'années déjà? Un demi-siècle. Les Bongo au Gabon, depuis un demi-siècle. Ils sont en train de s'arranger. Si ce n'est pas Noureddin qui va gérer, c'est le petit de Sassou Nguesso. Est-ce que c'est normal? Est-ce que le Gabon appartient à cette famille? Mais en réalité, ça appartient à cette famille. Quand on voit bien, puisque la France, elle est informée. Quand on a vu M. Le Drian qui dit qu'il ne veut plus des coups d'État, mais quand il dit qu'il ne veut plus, ça veut dire que c'est lui qui gouverne. C'est lui qui est le vrai gouvernant. Comment peux-tu refuser de goûter à une sauce que tu as préparée? Quand un politicien français dit « je ne veux plus des coups d'État en Afrique », mais quand vous préparez vos sauces, il faut les goûter, c'est tout simplement, c'est contradictoire parce que aujourd'hui, il ne trompe personne. Bon, voilà, nous sommes rendus ici pour rendre hommage à cet illustre personnage. Je voudrais d'ailleurs prendre ce moment, saisir ce moment où nous allons juste pour 1 minute. Nous allons observer 1 minute de silence à la mémoire de tous ces martyrs de la liberté qui sont en train de tomber en Afrique. Mais je dirais, puisque la bonne charité commence à la maison, c'est-à-dire par soi-même, nous allons ici, sur ce mémorial même, observer 1 minute de silence à la mémoire de tous ceux qui tombent depuis 2016 sur le champ de cette crise qu'on appelle faussement, je le dirais, crise anglophone. Et 1 minute de silence d'abord avant de dire un mot sur le martyr Modibo Keïta. Voilà, merci. Nous allons parler de cette crise-là tout à l'heure. Mais qui est Modibo Keïta? Ce nom, c'est celui-là même que tous les Africains, tous ceux qui aspirent aujourd'hui à la liberté, à une place autour de la table du bonheur, ils devraient connaître ce monsieur qui, né en 1915, il a su très tôt qu'il fallait que le politicien ou l'homme politique africain soit d'abord autonome. Vous allez, pour ceux qui vont poursuivre des recherches sur lui, vous allez comprendre qu'il était un panafricaniste,
convaincu. Il est d'ailleurs en 1963, après l'éclatement de la Fédération du Mali, il est l'un de ceux-là qui, avec Kwame Nkrumah, ont rédigé la charte de l'unité ou la charte de l'Union africaine. Modibo Keïta est le tout premier président du Mali, de la République du Mali, qui depuis le 22 septembre, qui est indépendant depuis le 22 septembre 1960. Donc, Modibo Keïta sera victime d'un coup d'État de la part de Moussa Traoré, et je dirais de la part de la France, comme ça a été toujours le cas ici en Afrique. Il sera emprisonné. Il sera emprisonné d'abord à Kidal, et puis il sera ramené dans le camp des commandos parachutistes ici même à Djorokoni, je pense à Djorokoni, voilà. Djikoroni, pardon, j'écorche le nom, mais c'est pas ça. Oui, c'est pas ça qui est important. Donc, il sera déporté par la suite au camp des commandos parachutistes de Djikoroni, où finalement, il va mourir en détention dans des conditions suspectes. Ça, c'est le 26 mai 1977. Ce qui est important, pourquoi nous parlons de cet homme? Pourquoi cet homme a un mémorial aussi imposant ici au Mali? Il est non seulement le père de l'indépendance de la République du Mali, mais il est celui-là qui a compris très tôt que l'Afrique n'avait pas seulement besoin d'une indépendance politique, mais d'une indépendance économique. C'est pour cela que il va, si nous avons le temps, nous allons vous présenter des spécimens en gravure du franc malien qu'il va mettre en place très tôt et qui sera farouchement combattu par la France. Et nous pensons que c'est de là que vient même d'ailleurs la mort de Modibo Keïta ou le coup d'État. C'est de là que vient le coup d'État et puis sa mort. Comme bien d'autres. Donc, Modibo Keïta a eu ce réflexe, cette pensée, cette sagesse de mettre en place le franc malien. Et du coup, selon ce que les historiens nous disent, il a été combattu par les agents secrets de la France qui ont inondé le Mali, il faut le dire, par des faux billets pour créer l'inflation au Mali. C'est notre histoire, c'est votre histoire, il faut la partager et il faut la connaître. Donc, c'est pas innocent, c'est pas anodin que nous soyons là aujourd'hui pour rendre cet hommage à Modibo Keïta. Donc, ce que je vais ajouter là, vous avez suivi, j'ai parlé tout à l'heure de Oumniobé, j'ai parlé de tous ces martyrs là. Je n'ai pas parlé du tout premier président, Amadou Ahidjo, qui a même signé des contrats. Il y a eu des conventions entre le Mali et le Cameroun. Vous savez que c'est malgré les mers et des vastes étendues de terre qui séparent le Mali du Cameroun, nous sommes des pays frères. Et jusqu'aujourd'hui, le Malien n'a pas besoin de visa pour aller au Cameroun et vice-versa. C'est ce que les gens devraient comprendre. Et c'est même là où il faut prendre la graine pour refaire germer ce panafricanisme-là.